Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité et bien sûr, je vous présente à tous mes meilleurs vœux. Au programme de cette édition, nous vous expliquerons tout des événements au Venezuela dont le président Nicolás Maduro a été kidnappé par les forces armées américaines en fin de semaine dernière afin d'organiser un procès-spectacle aux États-Unis. Nous irons ensuite en Iran. La révolte se poursuit dans un contexte évidemment marqué par les événements vénézuéliens. Et puis nous reviendrons ensuite sur la terrible tragédie survenue en Suisse à Crans-Montana la nuit du réveillon. 40 personnes sont mortes et près de 120 blessés sont à déplorer. Une enquête va pouvoir déterminer les circonstances exactes du drame. Kidnapper un chef d'État en exercice, voilà la nouvelle méthode de guerre hybride américaine auquel vient d'assister le monde avec l'enlèvement de Nicolás Maduro, le président du Venezuela. Les États-Unis entendent désormais administrer le pays, mais les structures étatiques chavistes sont toujours bien en place. Le point sur la situation avec Nicolas de Lamberterie. L'année 2026 commence en fanfare avec l'aboutissement des tensions entre les États-Unis et le Venezuela et un procédé nouveau pour régler les conflits, le kidnapping d'un chef d'État. En effet, dans la nuit du 2 au 3 janvier, les forces américaines sont intervenues à Caracas pour enlever le président vénézuélien Nicolás Maduro ainsi que son épouse et les ont immédiatement transférés aux États-Unis. Des photos et vidéos ahurissantes de Nicolás Maduro ont rapidement été publiées dans la presse. On y voit notamment le président vénézuélien en jogging et en pantoufles, escorté par des agents de la DEA et souhaiter la bonne année aux gardiens de l'établissement pénitentiaire où il a été enfermé. Le matin même du 3 janvier, Donald Trump et plusieurs membres de son gouvernement tenaient une conférence de presse exceptionnelle à Palm Beach pour rendre compte du succès de l'opération et de leurs intentions à venir. La doctrine Monroe, c'est très important, mais nous l'avions oublié. Nous ne l'oublions plus. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. But I want to be clear about one thing. Nicolás Maduro had multiple opportunities to avoid this. Je voudrais clarifier un point. Nicolás Maduro avait de nombreuses opportunités d'éviter cela. Il a reçu des offres très généreuses. Au lieu de cela, il a choisi de se comporter en sauvage et de faire le malin. Ce type avait de nombreuses opportunités de trouver son chemin ailleurs. Il aurait pu aller vivre ailleurs dans un autre pays et serait maintenant très heureux. Mais il a préféré jouer au dur. Et maintenant, il va avoir des ennuis. Et je pense que le message pour le monde, le président Trump veut s'entendre avec tout le monde en général. Mais ne jouez pas au malin avec lui, parce que cela ne va pas bien se passer. Je suppose que la leçon a été retenue la nuit dernière. That lesson was learned last night. L'opération a été l'aboutissement de mois de planification et d'entraînement répétés. Une opération que seules les forces armées des États-Unis peuvent entreprendre. J'aimerais vous donner ce matin certains éléments sur la préparation, sans pour autant révéler de façon compromettante nos tactiques, étant donné qu'il y a toujours une chance pour que nous ayons à effectuer ce genre d'opération à nouveau. Si je vivais à La Havane, j'aurais certainement quelques inquiétudes. Pour rappel, la raison officielle brandie en prétexte au mandat d'arrêt contre Nicolás Maduro serait son implication dans le trafic de drogue. Une accusation qui n'est prise au sérieux par aucun expert, tandis que personne, pas même les États-Unis, ne masque le fait que leur objectif premier est de tirer profit de l'exploitation des ressources pétrolières du Venezuela qui, faut-il le rappeler, sont les plus grandes du monde. En attendant, malgré l'enlèvement de son président, le Venezuela reste pour le moment très stable selon Romain Migus, expert de la région, qui se trouvait au Venezuela il y a encore quelques jours. Les États-Unis ont quand même gagné quelque chose, puisque Nicolás Maduro et sa femme ont été montrés en trophée et ils vont subir un procès pour trafic de drogue qui est complètement absurde, puisque le Venezuela n'a aucun rôle dans le trafic de cocaïne international, ou un rôle très très marginal duquel ne fait pas partie l'État vénézuélien, bien évidemment. Le Venezuela a réagi en tant qu'État. La vice-présidente a convoqué le Conseil d'État de défense de la nation, où était présent le haut commandement militaire, tous les pouvoirs
de la République, c'est-à-dire le représentant du pouvoir législatif, le représentant du pouvoir exécutif, donc elle-même, le représentant du pouvoir judiciaire et le représentant du pouvoir moral, qui est un autre pouvoir qui existe au Venezuela, plus tous les vice-présidents par secteur, plus des représentants des gouverneurs et du pouvoir local, c'est-à-dire de l'État vénézuélien. Nous ne sommes pas en Libye, nous ne sommes pas en Syrie où en décapitant un leader et son fils, on décapite un État. Ici, il n'y a pas de dynastie au Venezuela. Maduro est effectivement le leader emblématique, mais la révolution bolivarienne a construit un État et un fort maillage territorial par la suite aussi. Donc, la réponse de Donald Trump et de Marco Rubio a été de dire, ça c'est très important, nous allons traiter avec la vice-présidente qui va devenir présidente, Delcy Rodriguez, il y a des négociations avec elle, etc., etc. Et ce faisant, il a mis sur la touche l'opposition qui pourtant soutenait jusqu'alors María Corina Machado et Edmundo González. Quand il a été interrogé sur María Corina Machado, il a dit tel quel, nous ne sommes pas en contact car elle n'a ni soutien ni respect au Venezuela. Alors c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui aurait gagné les élections avec 70% de vote, elle n'a ni soutien ni respect. Donc ils savent très bien avec qui il va falloir avoir un tête-à-tête. Donc c'est-à-dire que les États-Unis ont leur trophée, on va dire, dans la personne de Maduro, du président Maduro et de sa femme. Et désormais, le régime chaviste ne bouge pas, mais ne bouge pas d'un centimètre. C'est-à-dire ce sont exactement les mêmes personnes qui sont à la tête de l'État vénézuélien. Et au sein de ce Conseil de défense de la nation, et cela a été ratifié par la suite par le haut commandement militaire et par le pouvoir judiciaire, tout le monde reconnaît que le président légitime et constitutionnel continue d'être Nicolás Maduro. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'absence, il y a juste un empêchement de gouverner. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection avant 2030, avant la fin du mandat de Nicolás Maduro. Donc, les structures de l'État sont bien en place au Venezuela. La grande interrogation désormais sera de savoir comment les États-Unis et le Venezuela vont négocier avec un Trump qui entend administrer le pays, mais ne semble pas du tout désireux de procéder à une opération terrestre qui semble totalement improbable. Déclaration de Trump, donc qui s'est dit nous allons administrer le Venezuela, nous gérerons l'industrie pétrolière, etc., etc. Alors là, on est un peu dans le théâtre parce que je ne sais pas comment il va s'y prendre pour administrer le Venezuela, parce que pour ça, il aurait fallu une invasion militaire. Or, il n'y en a pas eu, il n'y en aura pas. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'invasion ? Et là, c'est un aveu de faiblesse des États-Unis, parce que généralement, quand on regarde ce qu'ils ont fait, que ça soit en Irak, en 2003, en Libye, voire même en Syrie, par proxy ou directement par l'armée des États-Unis, ils envahissent et ils mettent leur homme de paille, ou dans le cas du Venezuela, leur femme de paille, à la tête du pays. Ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi ? Parce que le Venezuela, depuis 2005, a une doctrine militaire qui repose sur la participation populaire avec des techniques de guérilla et de commandement décentralisé. Au Venezuela, l'armée est loyale, l'armée c'est 300 000 personnes, la police à peu près 200 000 personnes, donc ça fait déjà 500 000 hommes en armes, plus au moins 3 millions de milices populaires réparties sur le territoire, aguerries aux techniques de guérilla et formés non seulement au maniement des armes, mais aussi de lance-roquettes et de drones. Je reviens du Venezuela et je peux vous dire que la connaissance dans le monde militaire du théâtre d'opération ukrainien est assez développée. De nombreux autres points sont encore à éclaircir, à commencer par la position de la Chine, qui achète de grandes quantités de pétrole au Venezuela et ne devrait pas renoncer si facilement aux contrats signés avec Caracas. Quant à l'Union européenne, elle brille comme toujours par sa faiblesse et son inexistence. Emmanuel Macron, fidèle jusqu'au bout à son « en même temps », s'est à la fois réjoui de la fin de Maduro avant 48 heures plus tard de dénoncer les méthodes américaines. Désormais, tout le monde s'interroge sur le prochain coup de Donald Trump, alors que le président américain s'est subitement rappelé du Groenland ou que ses proches parlent de Cuba. 2026 promet déjà son nouveau lot de surprises. Depuis un peu plus d'une semaine, des manifestations secouent l'Iran. Ce n'est pas la première zone de turbulence que traverse la République islamique, mais celle-ci s'inscrit dans un contexte tant régional qu'international très particulier. Les Lumières d'Olivier Frère-Jacques. Partie d'une grève des commerçants du bazar de Téhéran face à l'effondrement économique, la contestation en Iran se poursuit et prend des formes diverses allant de revendications matérielles à des demandes bien plus politiques. Au 9e jour,
Les manifestations touchent désormais une 60aine de villes, des quartiers populaires de la capitale aux provinces, où des affrontements violents opposent protestataires et forces de l'ordre. Une 15aine de personnes auraient trouvé la mort dans des affrontements entre forces de sécurité et manifestants et un demi-millier d'arrestations auraient été recensées dans un contexte de répression accrue via la surveillance des réseaux sociaux. Sur les 3 derniers jours, la situation s'est aggravée. Le 3 janvier, lors d'une cérémonie commémorant le 6e anniversaire de la mort du général Qassem Soleimani, le guide suprême Ali Khamenei a distingué des revendications légitimes économiques des actes d'émeutiers manipulés par, je cite, des agents étrangers. Une lecture des événements qui peut être partiellement juste, mais qui ne laisse pas de place à des revendications pouvant vraiment exister dans le pays. Le guide suprême a tenu à charger essentiellement l'étranger, tant sur la question des émeutes que sur la crise monétaire attribuée à des facteurs extérieurs dans un contexte d'embargo international. Dimanche, de nouvelles manifestations ont éclaté dans plusieurs villes avec des vidéos circulant sur les réseaux montrant des jets de pierre contre les milices Basij et des attaques sur des postes de police. Lundi, le chef du pouvoir judiciaire, Gholam Hossein Mohseni Ejei, a ordonné une fermeté absolue contre les émeutiers sans indulgence, tandis que la police annonçait une vaste campagne d'arrestation. Une 40aine de personnes auraient été présentées devant les tribunaux. Le gouvernement a de son côté tenté un geste d'apaisement en annonçant une aide mensuelle de 10 millions de rials, environ 6 € par personne pour 4 mois, visant à atténuer la pression économique dans un pays où le salaire moyen avoisine 170 €. Globalement, l'Iran est fragilisé par une crise multidimensionnelle. Économiquement, les sanctions internationales renforcées par l'ONU en septembre 2005 après le retrait américain de l'accord nucléaire de 2018 ont provoqué un appauvrissement massif. Le rial a chuté, exacerbant l'inflation, ainsi que le chômage dans une population de 86 millions d'habitants. Militairement et diplomatiquement, le pays a subi de fortes pertes avec la guerre éclair de 12 jours avec Israël en juin 2025, qui a endommagé ses défenses aériennes et sites nucléaires. Régionalement, son allié syrien a été contraint à s'exiler en Russie alors que le Hezbollah a été très affaibli. À cela s'ajoute désormais l'ombre de Donald Trump qui, après la capture de Nicolás Maduro au Venezuela, multiplie les menaces. Dimanche soir, à bord d'Air Force One, il a affirmé surveiller l'Iran de très près et promis des frappes très dures en cas de tuerie de manifestants. Le ministère des Affaires étrangères iranien a, lui, dénoncé un terrorisme d'État. Si le pays a toujours su dépasser les crises qui se présentent à lui, le président réformateur Massoud Pezeshkian admet publiquement n'avoir aucune idée pour résoudre cette crise. Reste à voir si les États-Unis favoriseront un pourrissement de la situation intérieure pour tenter leur chance dans un nouveau renversement de régime politique ou si la situation peut s'apaiser. La Suisse a connu la pire tragédie de son histoire. Quelques jours après le dramatique incendie dans un bar de la station valaisanne de Crans-Montana, les circonstances de la catastrophe sont un peu plus claires. Le point tout de suite. Au moins 119 blessés et 40 personnes décédées, dont 9 Français de 14 à 39 ans. Le drame du Réveillon marquera à vie non seulement la station de Crans-Montana, mais aussi toute la Suisse et ses voisins. Près de 5 jours après les faits, l'enquête a donc permis l'identification de toutes les victimes décédées et de la quasi-totalité des blessés. Les faits, eux, ne sont pas encore tout à fait connus. On sait qu'un incendie violent s'est déclenché dans le Constellation, un bar-discothèque connu dans la station du canton du Valais, en Suisse. Le feu a pris dans le sous-sol de l'établissement où un maximum de personnes étaient réunies pour le réveillon. Un jeune homme rescapé racontait ce qu'il avait vécu. Comment ça a commencé, moi j'ai pas bien vu, mais il me semble qu'il y avait des dames, des serveuses avec des bouteilles de champagne et avec des petites fusées. Elles ont raclé trop près du plafond, ouais, c'est ça. Et ça a pris feu d'un coup. Tout porte donc à croire que le drame est parti de vulgaires feux de Bengale accrochés à des bouteilles. Les flammes, particulièrement chaudes, auraient rapidement enflammé la mousse acoustique fixée sur le plafond du sous-sol de la discothèque, un matériau qui se consume très vite et produit surtout des gaz combustibles. En d'autres termes, le feu progresse alors dans l'air, engendrant une chute de l'oxygène disponible et une très forte augmentation de la chaleur qui peut atteindre plus de 500 degrés. Il y a eu un brasier d'un coup, un truc très vif. Puis nous on était bloqués, beaucoup de gens étaient bloqués, on pensait qu'on allait suffoquer à cause de la fumée, on savait pas trop où sortir. Il y a eu un énorme attroupement et moi par exemple, j'étais tout seul, je me suis dit que j'allais pas m'en sortir, mais j'ai réussi à casser une fenêtre et sortir par la fenêtre.
C'est vrai que j'avais plus la moitié de mes habits, c'était le chaos quoi. Voilà, un chaos renforcé par l'affluence, un jour de réveillon qui a logiquement compliqué les évacuations, alors même que le temps pour échapper aux flammes était déjà très court. À plus forte raison que l'ambiance festive et peut-être alcoolisée pour certains participants a ralenti la prise de conscience de la situation et donc la fuite. Les témoins qui ont assisté à la scène montrent un très grand choc. Je réalise pas encore trop ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que c'est un cauchemar, que je vais me réveiller demain et que je vais récupérer tous mes proches qui sont malheureusement décédés dans cet incident. On voyait les premiers brûlés traverser la route, donc on les voyait déjà d'abord sans vêtements, donc leurs vêtements complètement brûlés, troués, qui demandaient de l'aide, qui criaient au secours, puisqu'ils étaient dans des états franchement pas très beaux à voir. Je regarde pas des bonnes images, c'est assez difficile d'ailleurs de m'enlever ces images de la tête. Pour secourir les victimes, plus de 150 pompiers et médecins sont intervenus sur les lieux en à peine 2 minutes, avec 10 hélicoptères de secours et une quarantaine d'ambulances pour évacuer les blessés. Les hôpitaux locaux, rapidement arrivés à saturation, ont pu compter sur les centres spécialisés des autres cantons suisses, mais aussi en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Roumanie. Démonstration que la coopération fonctionne, y compris quand on n'est pas membre de l'Union européenne. Une enquête pénale a d'ores et déjà été ouverte à l'encontre des 2 gérants français de l'établissement pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Maintenant, c'est le temps du deuil en premier, bien sûr. Mais après, il faudra que tous les acteurs qui ont, disons, fauté, qui n'ont pas pris leurs responsabilités, soient traduits en justice. Parce qu'en Suisse, on a des contrôles pour des locaux comme ça. L'enquête devra déterminer si les conditions d'accueil de l'établissement étaient aux normes, s'il disposait d'extincteurs et d'issues de secours conformes à la loi. Une journée de deuil national et une cérémonie d'hommage aux victimes aura lieu vendredi prochain. Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref en France, aux côtés de Renaud de Bourleuf. Rendez-vous de la dernière chance pour les paysans. Le Premier ministre Sébastien Lecornu reçoit les représentants des syndicats d'agriculteurs, les jeunes agriculteurs, puis la coordination rurale ce lundi. Demain mardi, il recevra la Confédération paysanne et la FNSEA. Le chef de gouvernement assure défendre une vision et proposer des solutions sur le long terme. Pendant ce temps, la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse est toujours critiquée et des blocages ont eu lieu ce lundi sur les autoroutes dans le sud-ouest, mais aussi en Normandie et en région lyonnaise. Un autre sujet d'inquiétude est l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Emmanuel Macron se félicitait mi-décembre d'un report de la signature qui devrait finalement arriver dans une semaine, lundi 12 janvier. On est en réelle détresse déjà, donc on ne peut pas accepter ces trahisons de l'Union européenne qui continuent et qui perdurent, et c'est plus acceptable. Ça fait maintenant des années qu'on nous bassine à nous expliquer qu'on a l'agriculture la plus vertueuse du monde. Et d'un coup, d'un seul, pour des voitures ou je ne sais pas quelle raison, on va faire rentrer des denrées de très très mauvaise qualité. On nous assène de charges et de contraintes, et puis non, on va laisser rentrer cette cochonnerie. Sébastien Lecornu a annoncé une possible suspension d'importation en provenance d'Amérique du Sud de denrées alimentaires contenant des résidus de plusieurs substances interdites en Europe. Une goutte d'eau dans l'océan des conséquences désastreuses du Mercosur pour les petites exploitations françaises. Colère noire aussi chez les blouses blanches. Ce lundi, les médecins de ville et les cliniques ont entamé un mouvement de grève prévu pour durer 10 jours. Ils critiquent un budget de la sécurité sociale insuffisant quant à leurs besoins, un contrôle trop important des prescriptions d'arrêt de travail, ainsi que la baisse de tarifs de certains actes. Ils disent craindre des restrictions de leur liberté d'installation, fustigeant des mesures censées lutter contre les déserts médicaux. Les médecins semblent donc découvrir leur propre fonctionnalisation progressive dont le récent point d'orgue a été la période de crise sanitaire. Le ministre de la Santé, Stéphanie Rist, doit gérer cette grève en même temps que sa campagne législative dans la première circonscription du Loiret. L'élection partielle aura lieu le 18 janvier. Stéphanie Rist a annoncé qu'en cas de défaite, elle démissionnerait. Derrière la poupée, un prédateur. Un homme de 56 ans a été condamné vendredi à Aix-en-Provence à 6 mois de prison ferme sous bracelet électronique pour avoir commandé une poupée sexuelle d'apparence enfantine sur le site idol.fr. Reconnu coupable d'importation et de tentative de détention d'images pédopornographiques, il écope aussi de 12 mois de sursis probatoire avec obligation de soins, d'une interdiction de contact avec des mineurs pendant 5 ans et d'une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Déjà condamné pour agression sexuelle sur sa fille et possession d'images pédopornographiques, il a nié toute tendance pédophile, affirmant vouloir utiliser la poupée d'1,30 m avec orifice génital pour s'entraîner à enseigner.
Le procureur a évoqué un risque de passage à l'acte. L'avocat de l'association Parole d'enfants a noté que 50% des pédocriminels acquièrent de tels objets avant d'agir. Un vol qui frôle le meurtre. Samedi soir à Aix-en-Provence, un policier a été violemment percuté par la voiture d'un cambrioleur en fuite. L'agent a été hospitalisé, sans pronostic vital engagé, tandis que l'agresseur a été arrêté plus loin après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Il a été arrêté pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique avec mise en danger de la vie d'autrui et tentative de vol par effraction en Réunion. Âgé de 40 ans, cet individu algérien était déjà connu de la police pour délit routier en 2022 et violence sur conjoint en 2023. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF non appliquée. On poursuit avec l'actualité internationale. Trump rétropédale sur Zelensky alors que le président américain s'était dit en colère après l'annonce de frappes de drones ukrainiens sur la résidence présidentielle de Vladimir Poutine à Novgorod. Il affirme désormais qu'il ne croit pas à ces attaques. Cette affaire était intervenue pendant les dernières rencontres de négociation de paix en Floride et après la visite de Zelensky chez Donald Trump. Moscou et Kiev s'accusaient donc mutuellement de vouloir mettre un coup d'arrêt à la paix. Le 2 janvier dernier, les autorités russes ont remis aux États-Unis des fragments de drones récupérés sur place afin qu'ils puissent eux-mêmes faire la lumière sur les événements. Aucun retour officiel n'a été communiqué pour le moment. Après le Venezuela, bientôt le Groenland. Dimanche, le président des États-Unis, Donald Trump, a réaffirmé avoir besoin du Groenland pour la sécurité nationale, prétendant que le Danemark ne peut pas s'en occuper. La veille, l'épouse du directeur du cabinet adjoint de la Maison-Blanche a publié sur X une carte du Groenland aux couleurs du drapeau américain, avec pour légende « Soon » signifiant « bientôt ». Le Premier ministre danois, Mette Frederiksen, a répondu que le Groenland n'est pas à vendre. Ça tombe bien, tout porte à croire que Donald Trump n'a pas l'intention de l'acheter. Berlin, dans le noir, un incendie suspecté d'être criminel a privé d'électricité environ 45 000 foyers et 2200 entreprises dans le sud-ouest de la capitale allemande samedi. Les pompiers ont été alertés à 6h45 et ont rapidement éteint le feu sur un pont près d'une centrale électrique. Selon l'opérateur Stromnetz Berlin, les dégâts importants pourraient entraîner des coupures jusqu'à jeudi prochain pour 35 000 foyers, le reste ayant été rétabli dimanche matin. La police a déployé 160 agents pour enquêter sur un possible acte criminel, rappelant un incident similaire en septembre revendiqué par un groupe antimilitariste. Les autorités ont averti les résidents de la panne affectant le chauffage sous la neige et recommandé d'économiser les batteries de téléphone et d'utiliser des lampes de poche. Sur X, la Polizei Berlin a annoncé le déploiement de 300 agents et l'installation de postes mobiles pour assister les citoyens. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez un nouveau numéro de Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'analyste financier Philippe Béchade pour comprendre les grandes tendances économiques de l'année 2026. Expliquez-nous concrètement, Philippe Béchade, si les Japonais se mettaient à vendre tout ce qu'ils ont aux États-Unis et ce qu'ils ont en Europe, qu'est-ce qui se passerait concrètement en Europe, en France ? Là, c'est le scénario de l'apocalypse. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que la Fed se mette à imprimer. C'est-à-dire qu'elle fasse comme la Banque centrale du Japon. Puisque c'est plus le Japon qui achète, il faut, et qu'il n'y a plus d'épargne mondiale disponible, il faut que la Fed se mette à imprimer. Et la BCE, de même. Et là, si on se met à imprimer, l'inflation dont je vous parlais, je disais, les hypothèses, c'est 3,5, 4%, on va passer à 8, 10, très vite. Si on imprime tous les dollars pour se substituer à l'acheteur japonais qui n'est plus là, qui en plus ça même vient vendre, et l'Europe, pareil, qui est étranglée par les déficits, la France en est un exemple, là, la planche à billets se met à tourner et les monnaies sont détruites. Demain mardi, à partir de 7h, découvrez un nouveau Zoom aux côtés de Jean-Pierre Maugendre de Renaissance catholique. Il invite à la résistance par la lecture. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.